Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. TV. Maintenant le numéro 1. Assez prévisible quand on me connaît. Justice League Mortal, par George Miller. Avec celui-ci, les films de super-héros auraient sûrement une autre gueule aujourd'hui. Tu veux dire qu'on n'aurait pas eu ces Marvel à la con là? Alors oui, effectivement, il y a de fortes probabilités que Marvel ne serait pas le studio dominant sur ce marché. Mais ce ne sont pas des Marvel à la con, merci. Bah si, c'est de la merde quand même. Je suis pas d'accord. Bon, tu vas pas me faire chier longtemps. Nous sommes en 2007 et la Warner, elle se rend bien compte que Marvel ces dernières années, ça marche plutôt bien. Entre leur trilogie Spider-Man, la saga X-Men, le tournage d'Iron Man et d'un nouveau Hulk, ça cartonne. Et le studio put constater de son côté, avec le succès de Batman Begins de Christopher Nolan, qu'il y avait un truc à faire avec les super-héros. Et ils veulent s'imposer avant que Marvel ne le fasse, en frappant un grand coup. Comme ça? De quoi? Et quoi de mieux que d'adapter l'une des équipes de super-héros les plus connues, la Justice League. Ambitieux projet que voilà, car la Ligue de Justice, c'est pas n'importe quoi. Sûrement l'équipe la plus emblématique, la plus iconique du genre, regroupant des super-héros tels que Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash et plein d'autres. Tellement iconique et populaire que beaucoup pensent qu'elle est la première. Faux! Ce fut la Société de Justice d'Amérique en 1940, de All-Star numéro 3. On s'en fout de ça. Tu restes aussi en fait. En gros, une équipe mythique et sûrement la plus populaire avant la sortie d'Avengers en 2012. Oui, parce qu'on va être honnête 2 secondes là. Qui connaissait les Vengeurs avant son adaptation? Hein, qui? Oui, les Vengeurs, car à l'origine en France on les appelait les Vengeurs. Ce fut avec le film que même les comics français se sont mis à les nommer Avengers. T'es sûr de ça? Quasiment. Peut-être. Oui. En tout cas, la Warner avait eu de l'ambition. À l'origine, ils voulaient même que le Batman de Nolan et le Superman de Returns soient intégrés au futur projet. Mais cela fut vite abandonné avec l'embauche du réalisateur pour cette colossale entreprise. Attends, laisse-moi deviner. Ça sert à rien, j'ai déjà dit qui c'était. James Cameron. Ça prouve à quel point tu m'écoutes. Michael Bay. Genius. Hi, I'm Michael Bay. Ça fait super plaisir. Roland Emmerich. Je me demande pourquoi je fais encore ça avec toi, putain. Ovidie. George Miller, aujourd'hui connu et respecté pour cette putain de tuerie de chef-d'œuvre qui est... Dieu que j'aime ce film! Best movie ever. Mais cet ex-futur docteur n'eut pas toujours la reconnaissance qu'il mérite, même s'il se fit remarquer dès son premier long métrage, Mad Max premier du nom, qui au passage fit également connaître Mel Gibson au monde. C'est surtout avec sa suite, intelligemment nommée Mad Max 2, qu'il laissa son empreinte dans l'histoire du cinéma, mais surtout dans l'imaginaire collectif, puisque ce dernier deviendra la référence esthétique d'une grande partie du post-apo, c'est-à-dire des bugs, du cuir et un désert radioactif. Bon, je vais pas faire un cours sur le post-apo, on va juste checker l'excellente vidéo de Nexus 6 sur le sujet, ce sera beaucoup mieux. Mais malgré cela, la suite de sa carrière aura beaucoup moins marqué le grand public. Enfin si, mais pas forcément en bien. Car après sa trilogie Mad Max, George Miller s'essaya à plusieurs genres. Le drame, le fantastique, le film pour enfants, même si le premier était écrit par lui, il n'en est pas le réal, contrairement à sa suite où il tient les 2 casquettes, et l'animation. Donc une carrière très éclectique. Mais ce qui marqua surtout le grand public, ce fut Babe et ses films d'animation. Le réal de Mad Max sur Babe. Ça a dû finir en bacon tout ça, hein. Du coup, Georgie a longtemps traîné une réputation de faiseur de films pour enfants. Un comble pour un type dont le premier métrage avait subi une énorme censure pour sa violence à sa sortie. Mais tout cela fut vite oublié avec cette putain de leçon de cinéma qui est... Désolé. Donc revenons à nos moutons. Le réal choisi, c'est bien tout ça. Mais il faudrait peut-être une histoire, non? Enfin, en tout cas, ce serait mieux, quoi. C'est ainsi que Kieran et Michel Mulroney furent embauchés. Leur travail fut une synthèse d'arc narratif emblématique des comics Justice League. Ils s'inspirèrent pas mal de La Tour de Babel, du projet OMAC ou encore de Crisis on Infinite Earth. L'histoire aurait commencé avec les funérailles d'un personnage mystérieux, dans le but d'installer et de maintenir le suspense. Puis, le reste du film aurait été construit en flashback racontant la formation de la Justice League jusqu'à l'enterrement. Nous aurions découvert un monde en paix où les super-héros auraient été déjà bien établis. Wonder Woman, par exemple, aurait représenté les surhumains à l'ONU. Bruce Wayne, rongé par la solitude et la paranoïa, aurait rendu Gotham presque sûr. Et Barry Allen aurait vécu des jours heureux auprès d'Iris West. Toutes ces scènes étaient censées nous donner le ton du film, tout en nous présentant les protagonistes principaux, tout en évitant l'origin story à répétition.
Vu le nombre de persos, il aurait fallu en raconter un tas. Puis un sauvetage spectaculaire de Martian Manhunter aurait introduit le reste de la Justice League. L'attaque aurait été liée à un piratage du satellite Brother Eye créé par Batman pour surveiller les méta-humains. Piratage qui aurait été dirigé par le vilain Maxwell Lord et Talia al Ghul. Leur plan ? Monter une armée de cyborgs, grâce au projet OMAC, dans le but de créer un nouvel ordre mondial. Prétexte idéal pour réunir tous les super-héros face à une menace qui les dépasse tous individuellement. Après quelques scènes dantesques, comme l'affrontement entre Superman manipulé par Maxwell Lord et Wonder Woman, ou encore Superman contre lui-même, un double création du Green Lantern, le film se serait terminé sur la mort de Flash se sacrifiant pour le bien de tous. Mais attends. Quoi ? Une armée de cyborgs, réunion d'une équipe de super-héros pour les affronter, un jeune ultra rapide se sacrifiant, ça te rappelle rien? T'aurais dû te taire. Et ouais, ça s'est vu, Joss. Ça s'est vu. Le scénario, bourré de références et d'easter eggs, avait réussi à mettre en valeur chacun des membres de l'équipe à part égale. Enfin, presque, puisqu'une place plus grande était accordée à Flash. En même temps, c'est normal, puisque le personnage se sacrifiait lors du final. Ainsi, pour renforcer l'impact émotionnel, le métrage se serait un peu plus attardé sur sa relation avec Iris et son neveu Wally. On aurait également découvert la Ligue par le biais de son regard, fasciné et respectueux, tout en gardant une touche comique. Il aurait représenté l'innocence et aurait servi pour l'identification du spectateur. Certains éléments de ce script ont été récupérés dans Man of Steel, comme par exemple la scène finale où Superman tue Zod. Dans Justice League Mortal, c'est Batman qui aurait dû faire le même choix, en tuant Maxwell Lord, qui aurait été ressuscité ensuite, mais trop tard, le choix aurait été fait. Batman aurait tué. Ouais, enfin, rien de neuf de ce côté-là, quoi. Si t'as envie de jeter un coup d'œil au scénario, lien dans la description. La production se lança très rapidement, avec un budget faramineux de 250 millions de dollars. La patrie natale du réalisateur, l'Australie, fut choisie comme lieu de tournage, principalement dans le but de profiter d'exonérations fiscales. Durant un temps, Miller songea même à tourner le film en motion capture, comme pour Beowulf de Zemeckis ou le Tintin de Spielberg, idée abandonnée à cause d'une pré-production assez intense et rapide, tout comme la phase de casting d'ailleurs. Parlons-en d'ailleurs de ce dernier, composé majoritairement d'acteurs jeunes et relativement inconnus à l'époque, pour les voir vieillir au fil d'une possible trilogie, et avec lesquels il aurait pu pérenniser les différentes franchises sur les années à venir. Nous aurions eu droit à Armie Hammer en Batman, Gigi Cotrona en Superman, Adam Brody en Flash, Santiago Cabrera en Aquaman, Megan Gale en Wonder Woman, Hugh Keays-Byrne en Martian Manhunter, Common en Green Lantern, Teresa Palmer en Talia al Ghul, Zoe Kazan en Iris Allen et Jay Baruchel en Maxwell Lord. Le tournage pouvait commencer. Mais il ne se fit pas. Pourquoi putain? Pourquoi? Premier obstacle, la grève des scénaristes de 2007-2008. L'histoire que je t'ai contée auparavant n'était que le premier jet et avait besoin de quelques retouches. Et pour la Warner, plus question de démarrer un tournage sans scénario. Burton leur avait fait le coup une fois, pas deux. Surtout avec 250 millions de dollars de budget. Combien? Mais cela voulait dire que pour faire réviser le scénario, fallait attendre la fin de la grève, ce qui repoussa le tournage de 6 mois. Et durant cette période, faut pas croire qu'ils ont glandé, non. Un travail colossal fut fait sur les costumes et les décors, et certaines séquences furent storyboardées. Un peu comme le Superman de Burton, finalement. Et quand la grève fut terminée, Miller avait bien avancé dans la pré-prod. Il allait se lancer quand soudain, l'Australian Film Commission va casser les couilles en refusant d'accorder ses exonérations fiscales, sous le prétexte que le film ne comprenait aucun acteur australien. Alors que la majeure partie de l'équipe technique l'était, que le film se tournait dans le pays, que Megan Gale, qui joue Wonder Woman, est australienne, mais bon, c'est pas un acteur, c'est une actrice. Mais bon, ce sont des détails, c'est des détails tout ça. Suite à cela, la Warner décida de faire migrer le tournage au Canada. Entre-temps, Marvel s'était imposé dans le paysage audiovisuel, mais surtout The Dark Knight fut un succès monstrueux, faisant de son réalisateur, Christopher Nolan, le nouveau grand Manitou chez DC. Et en tant que tel, ce dernier eut un droit de regard sur toutes les productions, et refusa de voir deux Batman coexister, sans parler du fait que son approche réaliste, que le public adora, était aux antipodes de la vision de Miller, qui lui assumait totalement l'origine comics de ses personnages. Et ces trois facteurs, tournage retardé, déménagement du tournage dans un autre pays et Christopher Nolan, sonnèrent le glas de l'un des projets les plus ambitieux, les plus géniaux du cinéma de super-héros. En plus d'être un metteur en scène visionnaire, visuel, Mad Max Fury Road fut entièrement storyboardé, ayant un sens du montage aiguisé, Miller organise ses récits autour de thématiques universelles fortes et complexes. Mais surtout, il a beaucoup travaillé la notion du mythe et de personnages mythologiques tout au long de sa carrière et dès son premier film, Mad Max. Miller s'était rendu compte que Max est un personnage mythologique touchant à l'imaginaire commun de n'importe quelle culture. Il peut être assimilé à
un cow-boy, un samouraï, un chevalier, bref, un archétype universel. Et que son Batman, Superman ou encore Wonder Woman, ce sont des personnages mythologiques ayant une forte valeur évocatrice, des archétypes. Universalité, imaginaire, mythologie, toutes ces thématiques font de lui un candidat idéal pour réaliser Justice League. Ce projet était ambitieux et prometteur, et avec un homme aussi talentueux et visionnaire que George Miller à la barre, il aurait pu devenir la référence du genre. Et quand on voit Mad Max Fury Road, on peut que se mordre les doigts que George Miller n'ait pas pu le faire. Et terminons par une citation de Jay Baruchel, l'acteur qui aurait dû interpréter Maxwell Lord, en parlant de ce qu'aurait pu être Justice League mortal. Le film aurait été sombre, brutal, un peu gore et monstrueusement épique. Il était construit sur des mécanismes de répétition étranges et très peu conventionnels. Je sais que c'est difficile à croire, mais je vous assure que cela aurait été quelque chose d'absolument génial. Peut-être qu'un jour on aura le droit à un documentaire dessus. Bon, j'aurais préféré le film, mais un documentaire serait toujours un bon lot de consolation. Et c'est sur cette triste note que nous allons nous quitter. Toujours la fin. Enfin presque, puisque maintenant voici venus mes conseils de lecture. Tout d'abord, je te conseille les plus grands films que vous ne verrez jamais de Simon Brandt. Il a quelques années, mais il est facilement trouvable à des prix abordables sur internet. Et pour finir, oui, ces conseils de lecture seront très courts aujourd'hui, ces incroyables films qu'on ne verra jamais de Damien Granger, qui, ma foi, m'a l'air Franchement très sympa. Voilà, cet épisode est terminé. C'était super! N'hésite pas à partager cette vidéo, c'est ce qui permet de mieux nous faire connaître. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la liker et à commenter, ça améliore notre référencement. Ah, et je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous voulez nous faire un don, ça fait un peu plus d'un an qu'on a un Utip et un Tipeee. Et si t'as pas aimé, tant pis, c'est la vie. Et sur ce, à très bientôt, bonne lecture et bon film. Enfin, bon film, vu qu'ils n'ont pas été tournés. Bon documentaire, et à la prochaine! Bon, t'as mis vraiment trop de temps pour faire cet épisode. Ouais, je sais, mais je trouvais pas vraiment de sujet. J'espère que t'as des idées pour la suite. Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait mon choix. Splendide!